Si vous êtes élu, le b.a.-ba de la gestion de crise, c'est déjà établir son plan communal de sauvegarde. Parce que c'est vraiment le plan déterminant qui permet de savoir qui fait quoi, de savoir qui on peut mobiliser. Donc c'est un document très concret, très pragmatique. C'est le support opérationnel. C'est un document de prévention qui compile toutes les actions de sauvegarde, tous les niveaux de crues potentielles sur la rivière principale et qui définit donc l'ensemble des actions à engager en fonction de ce niveau de crue. Il faut bien comprendre que c'est dans l'anticipation, c'est-à-dire dans les heures qui précèdent les phénomènes de crise, que se joue la totalité de la crise. C'est-à-dire à quel moment je vais déclencher les mesures qui sont inscrites dans le fameux plan communal de sauvegarde. C'est à la fois la préparation et les discussions, les échanges dans la conception des plans communaux de sauvegarde. C'est toute la thématique de l'appropriation de ces plans communaux par les personnels qui doivent le mettre en œuvre plus tard. Il y a aussi un axe qui est important, qui est la communication vers la population, la sensibilisation pour les scolaires aussi, en inculquant dès le plus jeune âge les bons comportements à adopter. Mais le plus important peut-être dans cette culture du risque et dans l'appropriation, c'est d'avoir quelque chose de régulier, de récurrent. Après, c'est d'être réactif, c'est-à-dire que lorsque la préfecture envoie une alerte ou les premières alertes, il faut tout de suite prendre les mesures qui s'imposent et au besoin contacter les services de l'État pour avoir plus de précision et pour obtenir les conseils et l'aide nécessaires. Le jour de la crise, il faut bien entendu utiliser toutes les mesures qui sont celles qui sont à la disposition des maires, à la fois dans le Code des collectivités territoriales et les mesures de police administrative, parce que le maire dispose de nombreux leviers juridiques pour pouvoir réglementer un certain nombre de choses sur le territoire de sa commune. Ça peut être réglementer les allées et venues, ça peut être interdire un certain nombre de déplacements, interdire un certain nombre de rues à la circulation. Et ça, il faut que le maire ait bien conscience qu'il dispose de grandes prérogatives dans notre droit français pour gérer ce type de crise. Cette salle ici, la Vigie Prédicte, elle fonctionne en continu 24 heures sur 24 pour pouvoir justement accompagner les élus, les gestionnaires de risque dans leur prise de décision, dans l'activation de leurs plans communaux de sauvegarde à travers la montée en puissance progressive de la gestion de l'événement. Et c'est là que l'on entre dans la deuxième étape de la gestion de crise, qui est la gestion proprement parlée, c'est-à-dire quand l'événement se déroule. Il faut savoir que c'est le préfet qui est le directeur des opérations de secours dans ces cas de figure de crise très importantes qui dépassent une commune. À ce moment-là, le préfet déclenche ce qu'on appelle un COD, qui est un centre opérationnel départemental en préfecture qui va être chargé de coordonner avec l'ensemble des services de l'État, mais aussi des collectivités concernées. Je pense particulièrement au conseil départemental, qui va gérer l'ensemble des secours, des moyens, de leur coordination. Cette période post-crue est souvent la période la plus longue, quelque part la plus complexe, parce qu'il va d'abord falloir évaluer l'ensemble des dégâts. Et cette évaluation est relativement complexe et relativement longue. Il va falloir après indemniser, et puis il va falloir aussi quelque part reconfigurer un peu le territoire. C'est la question de l'organisation sur le moyen et long terme. On l'a dit, donc on va aller petit à petit chiffrer, préciser exactement tous les dégâts, mais en même temps, il convient d'organiser comment les collectivités vont être partenaires de cette reconstruction. Toute la difficulté dans ce type de situation, c'est de gérer effectivement ces temporalités différentes, anticiper les temps longs qui vont être celui qu'on évoquait, l'identification puis la reconstruction, et en même temps des temps courts, voire très courts, de l'urgence immédiate, de la mise en sécurité. Un des intérêts d'un point de vue technique et d'un point de vue de la gouvernance de ces phénomènes, c'est qu'ils révèlent les erreurs qu'on a pu faire et les points de faiblesse qui sont encore présents. Et donc, le retour d'expérience, il est fort d'enseignement pour effectivement se projeter dans la prévention, se projeter dans le futur
et pouvoir se préparer en termes de gouvernance, en termes de réglementation. C'est-à-dire tenir compte des enseignements de la crue, pouvoir à un moment donné déterminer les zones au sein desquelles il ne sera plus possible soit de les exploiter, je pense notamment aux exploitations agricoles, mais également au camping ou à des habitations. C'est un moment où il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Parfois, les personnes comprennent que ces décisions doivent être prises. Malheureusement, parfois, on est obligé de prendre des mesures plus coercitives. Ça peut aller jusqu'à l'expropriation de certains biens. Mais une fois de plus, je le redis, c'est pour éviter plus tard des drames. Le cours d'eau, c'est un lien entre les territoires, entre les personnes. Il y a bien cette interdépendance amont-aval, et dans d'autres cas de figure, aval-amont, d'où l'intérêt d'aller vers une gestion intégrée à l'échelle d'un bassin versant et d'avoir une gouvernance adaptée à cette échelle-là. Et c'est le rôle en fait d'une démarche de type PAPI et d'un gestionnaire unique que de trouver ces solutions-là qui regardent les interdépendances et les relations entre le rural et l'urbain, le montagnard et le valéen, et l'amont et l'aval par exemple, pour arriver à une gestion qui soit acceptable et en même temps pragmatique.